Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne. On va parler aujourd'hui cinéma et plus particulièrement Laserdisc, puisque je vais vous présenter quelques-unes de mes rentrées de décembre et de novembre. Quand je dis quelques-unes, une petite dizaine, je pense que j'en ai rentré au moins 50. On parle cinéma, on se pose, un saut de popcorn et c'est parti. Et oui, forcément, novembre et décembre ont été hyper fertiles en termes de rentrée Laserdisc. Je me suis un peu emballé. J'ai décidé de vous en présenter quelques-uns. On va commencer tout de suite. Donc, une des rentrées dont je suis très fier. Il s'agit de The Crow. Je suppose que tout le monde connaît The Crow, film de fou furieux, sorti en 94. C'est réalisé par Alex Proyas. Je ne sais pas si vous connaissez ce réalisateur, quand même fort geek dans l'âme. C'est lui qui a réalisé notamment Dark City. C'est un très bon film, Dark City, pas le plus connu. Je pense qu'il a aussi réalisé iRobot avec Will Smith. Franchement, The Crow avec Brandon Lee, donc le fils de Bruce Lee, c'est un véritable chef-d'œuvre. J'adore ce film. Il y a eu The Crow 2 là, c'était pas mal non plus. J'ai moins aimé. Et d'ailleurs, j'avais acheté The Crow en Laserdisc pensant que c'était le 1, mais c'était le 2. Voilà, je m'étais un peu planté. Du coup, je l'ai trouvé. Ici, vous constatez par vous-même, en fait, c'est une version Jap, donc c'est une version NTSC. Elles ont quand même l'avantage d'être de meilleure qualité, surtout au niveau du son. Donc je suis très content de cette rentrée-là. Je ne l'ai même pas encore testé, je ne l'ai pas encore inséré dans la machine, j'ai pas eu le temps. Mais je trouve que l'objet est beau. Et puis comme vous le voyez ici, comme pour les jeux vidéo, je sais pas moi, Neo Geo CD, PC Engine, Saturn, etc. Il y a une ceinture, ce qu'on appelle hobby. Ils aiment bien ça les Japs, donc la ceinture est présente. Donc bel objet de collection, pas super cher, bon pas donné non plus, mais pas super cher, moins de 20 €, quoi, une quinzaine d'euros. Voilà, The Crow. Si vous l'avez jamais vu, les gars, il faut le regarder. The Crow, c'est vraiment bon. Et puis, c'est un univers à lui tout seul. Ce film, c'est excellent. Alors, l'autre rentrée, elle est vidéoludique, en fait. C'est le Mortal Kombat, mais le premier, parce qu'ils viennent d'en refaire un, là, aux alentours de 2020-2021. Non, celui-là, il date aussi de plus ou moins 94. Mortal Kombat, donc ça c'est réalisé par Paul Anderson, mais bon, des Paul Anderson, il y en a plusieurs. Là c'est Paul W.S. Anderson, le mec qui a épousé Milla Jovovich. Donc vous savez, Milla Jovovich, cette actrice extraordinaire du 5e élément, qui a été nombreuses fois dirigée par l'ami Luc Besson. D'ailleurs, ils ont été mariés aussi, pas longtemps. Et là voilà, donc le gars qui a fait Mortal Kombat, il a épousé Milla Jovovich, et d'ailleurs, il a fait plein d'autres films de jeux vidéo, puisqu'il a fait les Resident Evil. Enfin, il a fait tout un tas de films aussi, très geek finalement. Mais lui, je pense qu'il est toujours marié avec Milla Jovovich. C'est pas de ça que je vous parle, c'est de Mortal Kombat. Pour moi, le film mythique, c'est celui-là. Il est sorti quand Mortal Kombat avait une hype de fou et que c'était plus ou moins un nouveau jeu. Le jeu avait 2-3 ans quand c'est sorti. Et alors, il y avait ce cri dans le film « Mortal Kombat » qui passait cette musique légendaire. Un bijou. Alors, est-ce que le film est un bijou? Non, c'est pas un bijou, mais ça doit être vu si on est fan de jeux vidéo et encore plus si on est fan de Mortal Kombat. Moi, je kiffe à mort. Donc, Christophe Lambert est dans le film, donc il y a quand même un casting pas tout pourri. Et ouais, ça vaut la peine d'être vu. Franchement, oui, totalement. Film de Paul W.S. Anderson. Mortal Kombat, c'est un film que j'avais mis sur ma wishlist en Laserdisc. Alors, lui aussi, j'avais envie d'en parler. Donc là, c'est double team avec Jean-Claude Van Damme. J'ai plusieurs raisons pour lesquelles je veux vous en parler. La moins importante, c'est que, en fait, je m'attelle à faire quelques mini full sets en Laserdisc, notamment les films de Jean-Claude Van Damme. Mais étant donné que Van Damme a quand même fait le gros de sa carrière entre les années 80 et 90, je peux vous dire que des films avec Van Damme, il y en a un paquet. Je les ai presque tous, attention, je ferai une vidéo dédicacée à Van Damme quand j'aurai tous ces Laserdiscs. Mais double team, il a une saveur particulière, pour plusieurs raisons. Alors, une saveur, encore une fois, assez anecdotique, c'est que, il y a Dennis Rodman dedans. Dennis Rodman, il faut savoir que c'était quand même le méga rebelle de la NBA. Il jouait aux Chicago Bulls avec Michael Jordan, Scottie Pippen, etc. C'était la grande époque du basket américain US, notamment avec les Bulls, et avec ses prestations de fou furieux aux Jeux Olympiques. Et là, du coup, il a décidé de faire du cinéma, et il joue dans ce film avec Van Damme. C'est franchement pas mal, quoi. Il passe pas trop à côté de son sujet. Mais le point le plus important de ce film, c'est qu'il est réalisé par Tsui Hark. Et Tsui Hark, c'est un monstre absolu du cinéma asiatique. Alors, quand on parle cinéma asiatique importé
aux États-Unis, surtout dans les années 90, bon, c'est vrai qu'on va plutôt parler de John Woo. John Woo qui est peut-être plus connu que Tsui Hark, probablement quand même, notamment parce qu'il a fait Mission Impossible 2 et des tas d'autres films comme Volte-Face, etc. Il en a fait un paquet, plutôt des bons films. Mais Tsui Hark, c'est un peu le mec qui a suivi John Woo, sauf que moi je trouve que Tsui Hark, il a une carrière en Asie encore plus folle que John Woo, tout simplement parce que, d'ailleurs je les ai sortis, il vous a fait, tout simplement, Il était une fois en Chine, 1 et 2, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais ça, c'est du nectar divin. Il faut le voir si vous avez l'esprit un peu geek, que vous êtes un peu passionné de cinéma ou que vous vous intéressez au cinéma asiatique. Si vous n'avez pas vu Il était une fois en Chine 1 et 2, bon, ça se mérite un petit peu quand même, hein, ça a quand même vieilli, on peut passer un petit peu à côté, mais prenez le temps, prenez un après-midi sympa, mettez-vous à l'aise et essayez de choper ce truc-là. Déjà commencez par le 1, c'est Tsui Hark. Donc c'est ce réalisateur exceptionnel, quoi, avec une maîtrise du kung-fu, du moins au niveau photographique, juste extraordinaire. Tsui Hark, c'est un dieu. Tsui Hark, c'est absolument un dieu. Et d'ailleurs, il a même fait ce qu'on appelle la trilogie du chaos. C'est 3 autres films, je ne connais pas les titres par cœur. C'est Butterfly Murders, Histoire de cannibale et L'enfer des armes. Encore une fois, des espèces de petits chefs-d'œuvre dans leur genre. Tsui Hark, c'est ça. Rien que ça, pour tout qui s'intéresse un peu au cinéma asiatique, ça, ce sont des chefs-d'œuvre dans leur genre, dans leur domaine. Voilà, ce gars-là, il débarque aux États-Unis. Voilà, on est dans les années 90, vers 1997. Et le film, voilà, il est pas mal. Il y a aussi Mickey Rourke dedans, que je trouve excellent. Moi, j'adore Mickey Rourke, évidemment. Donc, voilà. Ici, Double Team, c'est un film à voir avec cet état d'esprit-là, cette vision-là et cette accroche de « Ah oui, d'accord, c'est réalisé quand même par une méga pointure du cinéma asiate. » Donc, forcément que le film a été abordé différemment. Un peu comme Mission Impossible 2 de John Woo. Certains le trouvent à côté de la plaque. Moi, je le trouve extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il faut l'attaquer avec une vision différente d'un Mission Impossible 1 de Brian De Palma, qui est quand même vachement plus classique, par exemple, même si je le trouve plutôt bon aussi. Ah, alors une rentrée, voilà. Ça, j'avais carrément mis sur ma wishlist de Noël, vous imaginez, Dingo et Max. En fait, ça, c'est un dessin animé que j'ai pas du tout connu en live. Donc là aussi, on doit être environ en 97 dans ces années-là. Et je l'ai découvert, il y a peut-être 5 ans avec mes enfants, quoi. On m'attend du Disney, à un moment donné, on tombe là-dessus. En fait, je trouve que c'est génial. Je l'ai regardé 10 fois avec mes gosses. Et franchement, Dingo et Max, c'est vraiment le dessin animé qui dépeint le mieux les années 90. On est à fond dans l'ambiance, il y a des clins d'œil musicaux, c'est franchement vraiment bon. Et puis alors cette culture du, vous savez, un film qui se passe dans une école, et puis l'année est finie, les élèves ont le bourdon, puis les vacances arrivent. Oui, c'était très 90s, cette humeur-là, l'humeur un peu sauvée par le gang, etc. Tout ça, c'est dans ce dessin animé, c'est vraiment, vraiment de la balle. Et je vous le répète, les musiques sont top à voir absolument, et je trouve ça sympa de l'avoir en laserdisc. D'ailleurs, je l'ai mis à mes enfants en laserdisc, on a fait une petite séquence cinéma, ils ont absolument adoré, parce que c'est autre chose. Et puis il n'y a rien à faire, manipuler un film, c'est pas la même chose que d'aller cliquer sur un fichier, c'est un autre monde. Alors, on continue. C'était sur ma wishlist, j'ai chopé les deux d'un coup, Mad Max 1 et Mad Max 2. Alors ça, ce sont des absolus chefs-d'œuvre. Il y a les nouveaux Mad Max qui ont été faits. Le nouveau Mad Max, même réalisateur, George Miller fait Mad Max 1, George Miller fait Mad Max 2. Le 3, c'est aussi George Miller. Je n'ai pas le 3 en laserdisc. Je ne sais pas s'il est sorti, mais je crois qu'il est sorti en laserdisc. Il faut que je vérifie, je n'ai pas checké. Mais c'est George Miller qui fait aussi le Fury Road, le dernier Mad Max qui a été réalisé il y a 4-5 ans, un petit peu plus maintenant, que je trouve exceptionnel, le dernier Mad Max, mais je le trouve sur le toit du monde. Là, c'est doublement intéressant parce que va sortir Furiosa, donc la suite du nouveau Mad Max, toujours par George Miller. Donc on est quand même dans l'actu. Quand je dis va sortir, ils sont en train de le faire. Il y a une bande-annonce qui tourne, plutôt un teaser. J'espère que ça sort en 2024, on verra. Normalement, oui, normalement c'est pour 2024. Bon, là, le premier Mad Max, voilà, Mel Gibson, c'est un truc de fou. D'ailleurs, ça s'appelle Max le Fou. Monde post-apocalyptique, réalisation de fou. C'est un film super court, ça fait pas 1h30 ce film-là, mais c'est une tuerie massacre. C'est sorti en 80, mais en fait ça avait été présenté juste un an avant, en 79, année de ma naissance d'ailleurs. Je vais sur 45 ans dans quelques jours. Ça a eu un prix, je crois que c'était à Avoria, je sais plus. Voilà, c'est vraiment un excellent film évidemment. Alors mini-série, mini-full set oblige, il me fallait absolument le 2, mais je vous avoue que le 2, je l'ai vraiment beaucoup moins en tête. Je l'ai moins vu que le 1, je l'ai vu, mais il y a longtemps, très 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 longtemps, je l'ai sûrement vu trop jeune, et je l'ai un peu oublié.
Le 3, je m'en souviens mieux. Mais voilà, le 2, donc, je vais me le remater. Et là, je vais me le faire de ces 4 ici, dans la Game Room, en mode Laserdisc. Ça va passer crème. Toujours Mel Gibson, toujours George Miller. Petit chef-d'œuvre, évidemment. Alors, ici, Predator. Bam. Predator, est-ce qu'on présente Predator? Je crois pas. Pourquoi est-ce que je voulais absolument Predator? Ici, on est moins dans le genre de film qui va m'exciter absolument par rapport au fait, ouais, il me le faut absolument en Laserdisc. Pourquoi? Tout simplement parce que Predator, il est sorti en 87 dans ces eaux-là et il n'y avait pas encore de Laserdisc à l'époque. Donc moi, les films qui sont sortis avant les Laserdisc, voilà, je ne m'excite pas absolument pour les avoir en Laserdisc, quoi. Je trouve que c'est pas les films les plus légitimes, même si Mad Max le Laserdisc n'était pas sorti non plus. Hein. Mais quand même, Predator, je le voulais pour plusieurs raisons. D'abord, j'essaye de me faire un mini full set de Schwarzenegger, et là, je vous dis, c'est encore plus chaud que les autres full sets. Mais j'avance bien. Et puis, c'est un film que j'ai adoré, et je n'avais pas conscience de ça à l'époque. Le réalisateur de Predator, c'est John McTiernan. Et John McTiernan, c'est le mec qui fait Piège de cristal, par exemple, Die Hard. Donc voilà, n'est pas là pour rire, quoi. Piège de cristal 1 et le 3, Die Hard 3, Une journée en enfer. Le 2, c'est pas lui, c'est Renny Harlin, j'en ai parlé une fois dans une vidéo, réalisateur finlandais que j'aime bien. Hein. Mais non, là, c'est John McTiernan, donc réalisateur de fou. Moi, je trouve qu'il est dans un rôle de malade. Alors, forcément, il y a Terminator, etc. Mais je trouve que Predator, Schwarzenegger, il est vraiment bien dedans. Et alors, il y a Carl Weathers aussi, donc le Apollo Creed de Rocky. Donc, c'est quand même un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu, mais il y a très longtemps. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, en tout cas. Donc, là, c'est sûr. Ça, je vais me le refaire en mode Laserdisc. Ça va passer absolument d'équerre. C'est aussi une version NTSC, mais là, c'est une version US. Donc ce sera évidemment en version originale, hein, ça, voilà, aucun souci avec ça. Bon, je l'ai vu tellement de fois et puis bon, après je parle un peu anglais quand même. En tant que prof d'anglais, ça va. Voilà, quoi, un petit Predator, quoi. J'ai envie de dire ça se présente pas, mais quand même, on a envie d'en parler. Alors bon, là, le toit du monde. Le toit du monde. Ça, c'est cher. C'est cher, j'avais du mal à le trouver. Commando, tout simplement. Commando, rien de plus. Ça, je peux vous dire que quand on était en école primaire, Commando, punaise, les mecs, on était fous, furieux de ce bazar. Pourtant, qu'est-ce que c'était violent, et comme beaucoup de films des années 80, fallait pas les regarder quand on était jeune. Mais voilà, nous, je sais pas, on avait une dizaine d'années quand c'est sorti, ça devait être sorti environ en 86, voilà, 85, sorti en 85-86, quel bazar! Ce film, c'est un truc de fou. Si vous n'avez pas vu Commando, il faut le voir. Mais c'est sûr, c'est pas très cérébral comme film, d'accord? C'est plutôt un film violent, voilà, un film comme on en faisait dans les années 80 en fait. Hein. Mais c'est un petit chef-d'œuvre. Et moi, j'ai découvert Schwarzenegger avec Commando en fait, pas avec Terminator, avec Commando. Et voilà, ça se présente pas Commando. Ce sera en VO. Je l'ai jamais vu en VO. J'ai dû le voir 50 fois en français dans mon jeune temps. Mais je ne l'ai jamais vu en VO, donc ça, je vais me faire un plaisir de le regarder en VO. Les sous-titres ne sont pas nécessaires avec Commando, ça, je peux vous le dire. Bon, je parlais beaucoup de films d'action quand même là, hein, films d'action un peu violents, un peu geek. Bon là, on part sur voilà, les deux derniers, il en reste deux. Deux de mes films préférés dans un tout autre style. Alors, Les Affranchis, The Goodfellas. Je crois qu'il n'existe pas en Laserdisc en PAL. En tout cas, je ne l'ai jamais vu. Il existe peut-être. Donc, je l'ai chopé de toute façon en NTSC. Et là, voilà, Martin Scorsese, pour moi, un de ses 3 meilleurs films, avec assurément, selon mes goûts, bien sûr, Casino, que j'ai du mal à départager avec Les Affranchis. Et puis, j'aime beaucoup Le Loup de Wall Street. Alors, évidemment, vous parlez de Taxi Driver, Raging Bull, j'adore. Mais les 3 que je viens de citer, j'ai quand même un affect particulier. Et franchement, Les Affranchis, plus je vieillis, plus j'ai tendance à le mettre au-dessus même de Casino. Au début, je préférais Casino, notamment pour Sharon Stone, hein, dans ce rôle de Ginger. Mais ici, Les Affranchis, rien à faire. C'est quand même sorti 4 ans avant, 5 ans avant Casino. Donc, c'est précurseur. Ray Liotta est magique. Il y a Sharon Stone dans Casino, mais il y a Ray Liotta dans Les Affranchis. De Niro et Joe Pesci, pour moi, sont sur le toit du monde. Ils n'ont jamais été meilleurs que dans ce film-là. Allez, on peut parler peut-être de Casino pour tous les deux quand même, mais là, ils sont bien, ils ont une fougue encore différente de celle de Casino. Et puis, c'est bien réalisé, quoi. Et puis, c'est raconté à l'italienne dans un film américain, comme les cinéastes des années 70, de la nouvelle vague américaine, hein, post-Truffaut, etc., post-nouvelle vague française, ces espèces d'Italo-américains qui sont venus et qui ont réinventé le cinéma américain avec un côté un peu racaille comme ça. Et ce genre de film, c'est quand même du solide et je le trouve très digeste.
Il y a beaucoup de films de cette époque-là qui pour moi sont de moins en moins digestes. Donc quand je les regarde à un moment donné, je coupe parce que ça me fatigue un peu, même si j'aime. Ça me fatigue pas. Je trouve que c'est du sucre et puis ça me fait marrer, quoi. C'est violent, on rentre dans un monde de la mafia, mais c'est drôle, quoi. Ils sont drôles tellement ils sont pétés dans leur tête. Les Affranchis, Goodfellas, ça va être du sucre. Ce sera en VO, mais ça je l'ai vu beaucoup en VO, donc ce sera pas nouveau. Et puis là, c'est probablement le film le plus barré de ma sélection. David Lynch. Moi, j'ai découvert David Lynch, je crois que c'est en 2001 au cinéma. Je suis allé voir Mulholland Drive avec Naomi Watts. J'ai été par terre, subjugué. J'ai rien capté au film, mais j'ai essayé de tout comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc autrement dit, d'un point de vue cérébral, j'ai pris un pied d'enfer, même si j'ai pas tout compris. Ici, Lost Highway, du coup, je l'ai vu après Mulholland Drive, après cette espèce de coup de foudre cinématographique pour David Lynch, et j'ai aimé, pareil, quoi. Sauf que Lost Highway est encore plus fou que Mulholland Drive. C'est avec Arquette, c'est Patricia ici, Patricia Arquette et Bill Pullman. Le film, il commence plutôt normalement, hein, on va dire en fait. Souvent les films de Lynch, enfin du moins par exemple Mulholland Drive, très vite ça part en vrille et on comprend qu'on va rien comprendre. Mais Lost Highway, dans mes souvenirs, le début il est plutôt cohérent, quoi. Et puis à un moment donné, paf, il se passe un truc dans le film et on comprend plus rien. Tout est inversé. En fait, David Lynch, c'est un artiste avant d'être un cinéaste. Le mec, il est musicien, il est peintre, il touche à tout. Et quand il fait des films, je pense qu'il les fait comme une fresque, quoi. Comme il inventerait un morceau complètement déjanté au saxo, ou comme il ferait une toile un peu abstraite. Ces films, c'est un peu ça. Et pour moi, il n'y a personne qui fait du Lynch. C'est rare. Hein. Je veux dire, même du Scorsese, on peut retrouver des cinémas un peu équivalents, hein, des gens qui essayent de s'en approcher, ou des influences un petit peu similaires. On pourrait un petit peu comparer Coppola et Scorsese. On pourrait jouer à ça. Cimino, tout ça. Mais ici, David Lynch, il n'y a personne qui sait faire ça. Personne ne sait faire ce que ce gars-là fait. Et puis les compos musicales sont folles. Donc les scénarios, ils n'ont ni queue ni tête, mais dans le ni queue ni tête, il est imbattable. Et puis il y a ce côté malaisant qui fout vraiment une espèce de boule au ventre, qui est juste exceptionnel. Donc film super dérangeant, je vous le conseille, mais pas à mettre entre toutes les mains, c'est sûr, Lost Highway. Bon et voilà, hein, je savais que j'allais m'emballer. Hein. C'était donc quelques films comme ça, je crois il y en a une dizaine. Hein. J'avais envie d'en parler avec vous, j'en ai encore plein à vous présenter. Je vais les garder pour les étaler un petit peu, puisque oui c'est vrai, la chaîne est en train de prendre un tournant différent, on va vraiment lever le pied au niveau du rythme de publication des vidéos. Mais c'est pas pour ça que ce sera moins bien, que du contraire d'ailleurs. Bref les amis, dites-moi tout en commentaire. Vous savez que j'apprécie vos exégèses, il n'y a jamais de malaise. Au plaisir, ciao!